Et il y a aussi un vrai aspect de la course, c'est un moyen super de découvrir des villes, de découvrir des endroits, d'un avant-course, un après-course. Nous, on est persuadés que c'est un vrai levier touristique. Exactement cette discipline de se dire, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc si le rythme que tu as aujourd'hui sur une semaine, tu peux pas le tenir sur 6 mois ou sur un an, c'est qu'il est pas bon. On avait pitché ce projet à quelqu'un qui s'appelle Thomas Cook, qui est le DG de VP, et on lui a pitché notre projet tout début. Et globalement, le gars nous a dit, je prends un quart d'heure. Il nous a démonté. Pendant un quart d'heure, il nous a démonté. Vraiment, mais il a dit que des trucs négatifs. Et à la fin, il nous a dit, bah attendez, il y a aussi du positif, mais bon, j'ai qu'un quart d'heure à vous accorder, je vais pas passer 10 minutes à vous donner le positif, mais globalement, je vous dis pourquoi j'y crois pas. Ma vraie course préférée, je suis quand même, j'en ai de Lyon, je vais dire la Saint-Élion. Je trouve qu'elle réunit tellement d'éléments qui te mettent en difficulté, c'est-à-dire que tout est dans une course, c'est entre Lyon et Saint-Étienne, donc clairement il y a rien à voir. C'est de nuit, il fait froid, c'est vraiment tout est fait pour te mettre un peu au défi et j'aime bien. En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Bienvenue dans le 3e épisode de En orbite, le podcast de OVNI Media, le podcast pour prendre du recul, s'élever et discuter de ce qui fait vraiment la différence. Aujourd'hui, nous recevons l'un des hommes derrière la référence running, le premier moteur de recherche en course à pied en France et dans le monde. Vous êtes disponible en 14 langues, plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur vos réseaux. Je reçois Benoît Grassini, le fondateur de Finishers. Je préviens, donc je vais être pas mal élogieux en vrai pendant l'émission parce que moi je suis un grand fan et j'ai déjà pris des courses via ta plateforme, notamment celui de le semi-marathon de Milan. Donc je suis un grand fan de ta création. Mais avant de parler de ton parcours, de ta boîte, la première question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que tu te décrirais, toi, à la 3e personne ? Oh. Pour mettre dans le bain un peu comme ça. C'est clair. Comment est-ce que je me décrirais ? Je dirais que Benoît, il est curieux, à l'écoute, qu'il essaye de trouver des solutions là où il y a des problèmes. Et ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, carrément. Qu'il est passionné, déterminé, qu'il accorde une grande importance à l'équilibre entre ce qu'il fait dans sa vie professionnelle et son équilibre personnel et sa vie Avec familiale. la famille maintenant, ouais, carrément. Et voilà, que c'est j'espère un bon copain, qu'il aime bien rire, qu'il aime bien déconner, qu'il aime bien faire la fête, et qui sait aussi être sérieux et déterminé quand il faut. Trop bien. Avant de parler du reste, bon, évidemment, tu as lancé une boîte dans le monde du running, dans le monde du run. Est-ce que tu veux parler un peu de ton passé dans le running, de comment est-ce que tu cours, de ce que tu aimes là-dedans, toi ? Ouais, moi, ça fait longtemps que je fais de la course à pied. J'en ai fait beaucoup pendant mes études, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un sport qui était facile, très accessible, qui, je pense, sont des nombreuses caractéristiques qui font qu'il y a autant de gens qui aujourd'hui pratiquent la course à pied. C'est un sport qui nécessite aucun équipement particulier, même si on peut en débattre. Une fois que tu commences à faire un certain niveau, ça devient cher en équipement, mais en tout cas, démarrer, c'est assez simple. Donc moi, j'en ai fait beaucoup, souvent en tant que loisir. J'ai mis un peu de temps à m'inscrire à des courses. Ce qui, je pense aussi, est un trait assez intéressant qu'on retrouve chez pas mal de coureurs aujourd'hui. Carrément. Pareil pour moi. Ouais. Et puis voilà, après, et c'est un sport qui est addictif. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'y mets, il y a beaucoup de gens que je connais, et même moi-même, qui, avant de m'y mettre, je me dis c'est quand même un peu con de courir. T'as aucun but, t'as rien à faire. Moi, j'étais très sport collectif étant plus jeune, donc la course à pied, par définition, je trouvais ça un peu idiot. Et une fois que tu démarres, tu te dis en fait pas du tout, et tu t'y mets et tu le lâches plus jamais. Donc moi, ça doit faire plus de 10 ans que je fais de la course à pied. Et en fait, le démarrage de cette histoire, c'est que moi, j'ai commencé à travailler dans l'univers du sport, pas dans la course à pied, dans d'autres types de sports. Ouais, j'ai vu, tu as fait l'OL, tu as fait le PSG, Avasport. Foot, exactement, ouais. Dans des agences. Et c'est mon associé Hugo que j'ai rencontré au Paris Saint-Germain, on travaillait tous les deux là-bas. En fait, on a commencé par juste se dire créons un projet ensemble, et étant tous les deux coureurs à pied, c'est comme ça qu'est venu ce sujet, et voilà, qui réunissait un peu toutes les caractéristiques qu'on essayait de réunir dans un projet entrepreneurial à deux, puis à trois, parce qu'on a été rejoint par Arnaud, troisième associé. Mais voilà, quand moi je suis arrivé dans la course à pied, comme je pense tous les coureurs, en me disant faut que je me maintienne en forme, faut que je fasse du sport, je vais faire le truc le plus simple, le plus accessible, et puis après 10 ans plus tard, tu y tires encore et tu fais plein de courses, quoi. Sur la course, il y a une phrase que j'ai entendue, que j'ai lue il y a pas longtemps sur LinkedIn, que j'ai trouvée hyper inspirante, qui disait « Je déteste courir, mais j'adore avoir couru ». Est-ce que tu t'identifierais à ce truc ?
Ouais, c'est vrai que tout le monde, enfin, il y a plein de gens qui ont un peu ce phénomène de quand tu cours, c'est dur. Pendant la course, notamment quand on commence à mettre des épreuves un peu dures, avec des distances un peu longues, tu te dis mais pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quand même complètement con. Euh, Quand tu franchis la ligne d'arrivée, tu as souvent un sentiment mitigé à la fois de grande fierté, enfin c'est une immense, c'est un plaisir, un grand bonheur, et en même temps sur le coup tu te dis ok mais plus jamais. Et puis Complètement. un jour ou deux après, tu y retournes et tu te réinscris, quoi. C'est vraiment, je pense, un espèce de cycle que beaucoup de coureurs décrivent, de vraiment pendant l'effort, tu es vraiment en train de te dire mais pourquoi je m'inflige ça? Ça n'a aucun sens. Et en même temps, il y a un tel sentiment d'accomplissement, ouais, un mix de plein de sentiments quand tu le fais et qui font que même si sur le coup tu te dis bon c'était cool mais je le referai pas, souvent tu le refais quand même, quoi. Et puis maintenant, enfin, d'autant plus avec les réseaux sociaux, mais t'as un vrai phénomène de j'ai envie de montrer que j'ai fait cette course, quoi. Et C'est c'est vrai. hyper. C'est peut-être pour ça aussi que c'est autant devenu à la mode. Mais le fait d'avoir une médaille, le fait de pouvoir parler de soi, maintenant même Strava, qui en soit une manière prolongée d'aller dans ce sens-là, ça provoque de la fierté. On a envie de la montrer, quoi, cette fierté d'avoir couru. Ouais, c'est vrai que ça vient se combiner avec des choses qui aujourd'hui créent une certaine viralité et qui sont très effectivement. Ce qui explique aussi pourquoi je pense qu'il y a des jeunes générations qui s'y mettent aussi beaucoup. Nous, on le constate dans l'âge moyen des gens qui s'inscrivent à des courses chez nous, il est de plus en plus jeune. Parce qu'effectivement, ça s'associe bien avec des choses qui aujourd'hui sont importantes pour les gens, de pouvoir afficher, de pouvoir partager avec soit des proches, parce que c'est aussi quelque chose qui se partage bien avec des proches, hein, le nombre de proches qui viennent encourager des gens sur des courses, etc. Et en même temps, avec tes réseaux, les gens qui te suivent peut-être de plus loin, tu peux effectivement partager tes émotions, ta performance sur tout un tas de choses. Donc ça coche aussi ces cases-là, peut-être plus facilement que d'autres disciplines, d'autres sports, d'autres centres d'intérêt. Donc oui, ça réunit beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, il y a un engouement qui n'a jamais été aussi important, je pense, pour cette discipline. Ouais. Ouais, carrément. Pour revenir un peu sur toi, donc tu as fait l'école HEC, Mhm. si je ne me trompe pas, Non. qui est un peu le Graal des écoles de commerce. Voilà, tout le monde dit je suis un HEC, c'est un HEC, etc. Et ça suit souvent pendant le parcours. Mais tu vois, moi je suis en école de commerce et je vois que la plupart des gens qui font ces écoles de commerce suivent un parcours soit très axé business, sales, etc., soit très axé finance ou Mhm. conseil. Toi, tu es allé directement dans le milieu du sport. Mhm. D'où te vient cet amour du sport? Pourquoi est-ce que tu as voulu aller là-dedans directement plutôt que de suivre la voie royale qui t'aurait permis d'aller dans des grands cabinets de conseil comme d'autres? Bah, déjà, je me suis passionné de sport depuis que je suis tout petit, j'en ai fait beaucoup, j'en ai regardé beaucoup, donc ça a toujours été quelque chose qui m'a un peu animé. Effectivement, j'ai eu la chance de faire des études qui me permettent d'ouvrir beaucoup de portes et du coup, je me suis dit, bah, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose qui va peut-être m'intéresser, mais pas me passionner autant que cet univers qui me passionne. Et donc, je me suis dit, bah non, il faut que j'essaye d'allier, de profiter de cette chance et d'avoir un diplôme qui peut me permettre d'aller faire des choses dans un univers qui me passionne. C'est vrai qu'on n'était pas très nombreux. C'est de plus en plus, parce que c'est un univers maintenant qui se professionnalise à plusieurs niveaux et qui commence à attirer pas mal. Ça devient plus qu'une passion, ça devient de plus en plus aussi un univers comme un autre, comme le tourisme, comme la culture, comme n'importe quel autre univers qui peut aussi être source d'emploi et de carrière professionnelle. Donc je pense que c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui. À l'époque, on n'était pas très nombreux à choisir cette espèce de voie un peu bizarre d'aller bosser dans le sport. D'ailleurs, on m'avait pas mal conseillé à l'époque de non, le fais pas, fais 10 ans de conseil. Puis dans 10 ans, tu verras si tu as toujours envie de faire ça, puis tu seras plus équipé pour le faire. Et au final, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai envie de faire 10 ans de conseil, qui n'est pas forcément le truc que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc je me suis lancé dedans. Et puis après, bah, j'ai fait un stage qui m'en a amené un deuxième, qui m'a amené une alternance, qui m'a amené un premier boulot, qui m'a amené. Puis je C'était quoi suis tes resté. premiers stages Mon tout premier stage, c'était dans une start-up qui s'appelait NetcoSport, qui faisait du développement d'applications mobiles dans l'univers du sport. Ok, On développait des apps pour des clubs, pour des médias. très cool, Ouais. déjà. Ouais, très sympa. Une belle boîte, en plus un univers startup qui était assez chouette, où vite j'ai pu prendre des responsabilités, j'ai pu avoir plein de choses à faire assez vite en tant que stagiaire, quoi. Et puis après, ça m'a amené un stage à l'étranger parce que celui qui travaillait avec moi m'a recommandé pour un stage Ouais, à le, l'étranger, ouais, le toujours fameux dans le sport, réseautage. Ouais, exactement. ouais. Et puis après, en fait, d'opportunité en opportunité, j'y suis resté et tant mieux parce que c'est ce qui me passionne aujourd'hui et ce qui m'a amené jusque là où je suis. Donc, non, j'en suis très content.
Mais c'est ce que je me suis noté, tu vois. Je me suis noté, tu passes par l'OL, par le PSG, par Keneo, Avasport. C'est que des belles boîtes dans le monde du sport pour les passionnés, etc. Je suis sûr que là, il y en a qui vont nous écouter qui sont aussi passionnés par ça. C'est quoi ce que tu as appris, les 3 trucs que tu as le plus appris dans le monde du business du sport avec ces expériences, toi? Bah effectivement, j'ai beaucoup enfin ça je pense que c'est peut-être valable dans n'importe quel univers, hein, mais c'est que faut jamais négliger enfin moi finalement là où je suis arrivé découle beaucoup de là où j'ai commencé, c'est-à-dire que ce que je te disais, j'ai rencontré des gens dans mon premier stage qui m'ont donné le deuxième, qui m'ont donné l'alternance. En alternance, j'ai fait une mission pour la Ligue de football pendant 1 an qui m'a fait de rencontrer des gens qui m'ont fait faire mon premier job au PSG. Mon ancien boss de stage est venu me chercher pour faire mon job d'après. Donc en fait, finalement, tu vois, ma première expérience a lié toutes les suivantes, quoi. Hmm. Donc faut jamais négliger, même dans des expériences qui peuvent paraître moins comment dire, structurantes dans la carrière de quelqu'un. En fait, chaque expérience est structurante parce que Chaque personne qu'on rencontre chaque peut personne, permettre voilà, de... exactement, te permet potentiellement, bah voilà, encore une fois, moi, mon tout premier boss de stage est quelqu'un qui m'a employé 3 ans plus tard parce que on avait bien travaillé, il était content, donc il est revenu me chercher. Donc voilà, enfin, je trouve que la carrière professionnelle, comme beaucoup de choses, hein, sont faites de plein de petits éléments qui s'alignent et qui, à peu de choses près, peuvent s'aligner différemment. Et donc, du coup, bah, faut toujours essayer de se donner à fond dans tout ce que tu fais. Et ça peut que augmenter tes chances derrière d'aller là où tu as envie d'aller. Ou en tout cas, ça t'ouvre plus de portes et ça te donne plus d'opportunités par la suite, quoi. Donc, ça, c'est une chose que j'ai apprise. Appris aussi savoir la patience enfin tu vois, aujourd'hui nous on s'est lancé, je dis nous parce que mon associé Ouais, est un peu dans carrément, la même ouais. situation, c'est-à-dire qu'on s'est lancé dans une entreprise, dans une aventure entrepreneuriale. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait déjà, sans doute parce que nous, à titre personnel, moi je me serais jamais senti de monter ma boîte en sortant d'école. Il y en a qui le font et j'ai beaucoup de respect pour eux, et sans doute qu'eux se sentaient prêts à ce moment-là, moi non. Il faut avoir un peu la patience et le recul sur soi-même, de se dire ok, là aujourd'hui, moi j'avais pas l'impression de savoir faire grand chose. Fallait que j'apprenne des choses. Et à l'inverse, quand je l'ai fait, j'ai pas eu cette appréhension de me dire est-ce que je suis vraiment prêt. Enfin, je dis pas que j'étais hyper serein, mais en tout cas, j'avais quand même une certaine confiance T'avais dans plus de certaines billes dans choses. ton sac, Voilà, en tout cas. certaines choses sur lesquelles j'étais assez confiant d'avoir des compétences, en tout cas d'en avoir développé. Donc voilà, c'est aussi de savoir être patient, savoir se former, apprendre. Chaque expérience est intéressante. Il y en a qui sont plus intéressantes et plus formatrices que d'autres, mais tout est bon à prendre. Et moi, ce que j'ai toujours essayé de driver dans ma carrière, c'est de me dire, quand j'apprends plus rien, c'est qu'il faut que je change quelque chose, quoi. Tant que j'apprends des choses, il peut y avoir des imperfections dans le job que j'ai, dans ma situation, ok, mais j'apprends des choses, c'est ce qui est important. Et quand tu n'apprends plus rien, je pense que c'est vraiment le moment où, quand on a la possibilité, parce que tu n'as pas toujours la possibilité de choisir, mais si tu as la possibilité d'évoluer sur autre chose, bah c'est bien, c'est le bon moment. Carrément. En 2020, c'est donc l'année Ouais. dans laquelle tu lances Finishers, l'année où il y a eu un tout petit événement minuscule on n'a pas trop parlé, Non. qui est le Covid. Comment est-ce que ça devient l'idée de lancer Finishers, qui est donc un moteur de recherche pour faire de la course à pied, alors que tout le monde est chez soi? Alors, franchement, ça a été pas mal de choses. Le temps. Parce que du coup, le Covid fait que et moi et mon associé et Hugo, on a eu énormément de temps pour réfléchir. Parce que moi, j'avais plus du tout d'activité. J'étais à 100% en chômage partiel. Lui, on avait encore un petit peu, mais vraiment de manière. Donc, c'est assez rare déjà que dans une vie professionnelle, t'es juste. Alors, pas rien à faire. À l'époque, j'avais quand même un enfant, j'avais plein de choses à faire, mais t'as quand même professionnellement le temps de te dire bon, bah là, il se passe plus rien. Complètement. Qu'est-ce que je veux faire? Donc déjà, Et c'est tu gagnes de l'argent en plus, donc t'as pas Ouais, le problème oui, de dire ok, exactement. là il faut absolument que je fasse un truc Ouais, en vite. Et tout, quoi. exactement. Tu as vraiment une espèce de bulle qui n'arrive quand même jamais et qui Mhm. du coup est quand même propice à réfléchir à plein de choses, à ce qui a été un peu ce qu'on a fait pendant cette période-là. Donc ça, je pense que c'est quand même une parenthèse qui se présente de manière assez peu, effectivement. Après, il y a eu un sujet dont nous, on était assez persuadés aussi, qui est peut-être un peu, qui paraît peut-être un peu délirant avec du recul, mais on s'est dit, finalement, c'est au moment où tu as l'impression que tout va le plus mal qu'on va un peu, alors je sais pas si on va dire récompenser, mais qu'il est le bon moment d'essayer d'entreprendre quelque chose, tu vois, parce que c'est au moment où plus personne se dit, alors c'est complètement con d'entreprendre maintenant, il se passe plus rien. C'est peut-être le bon moment parce que de toute façon, dans un projet entrepreneurial, les premiers mois, voire années, bah, c'est pas forcément le moment où tu as envie que ton marché ou
ton univers soit au max de son potentiel, parce que c'est peut-être le moment où tu n'es pas encore prêt d'exploiter le max de ce potentiel. Tu vois. Et finalement, avec du recul, nous, on a mis des années à créer plein de choses, à réfléchir à plein de choses, à comprendre plein de choses. Et aujourd'hui, c'est peut-être en 2025, ça va sans doute être la meilleure année de l'histoire du marché de l'outdoor et du running. Je sais pas si on est prêt, mais en tout cas, si ça avait été, si on se lançait aujourd'hui, on se dirait presque merde, en fait, on se lance trop tard. Donc finalement, ça a été un bon, parce que les premiers mois, il n'y avait pas d'événements, mais nous, on n'avait pas grand-chose à vendre à des organisateurs d'événements au final. Donc c'était pas plus mal. Et du coup, on est arrivé avec des solutions qui étaient encore plus pertinentes pour des acteurs qui sortaient d'une crise qui les a beaucoup touchés parce que l'industrie du running, elle a été, comme beaucoup d'autres acteurs, beaucoup impactée et complètement à l'arrêt. Elle a été un peu moins aidée parce que des structures, comme des structures associatives, n'étaient pas forcément reconnues dans des critères de l'État pour être aidées, pour être accompagnées. Donc il y a eu quand même, ça a été assez dur pour beaucoup d'acteurs de cette industrie. Et bon, maintenant on avait un peu l'idée de se dire, on va arriver à un moment où ils vont avoir peut-être besoin d'aide, de solutions, et essayons d'être prêts au moment où ces acteurs-là vont avoir besoin de solutions pour rebondir. Donc on s'est dit plutôt que c'était une chance d'entreprendre à ce moment-là. C'est vrai que tu arrives avec un projet qui est un peu abouti, enfin plus abouti que si tu l'avais lancé quelques temps avant, avec des personnes qui sont vraiment dans le besoin, quoi. Dans le besoin, puis c'était une industrie qui l'est toujours, mais qui était un peu vieillissante quand même. Et le Covid les a forcés à se digitaliser, à réfléchir. C'est vrai que comment on faisait avant Finishers? Parce que moi, je me suis mis à courir. Voilà, ma première course que j'ai fait, je l'ai fait l'année dernière. Ouais. Donc c'est la première fois où je me suis renseigné pour prendre des dossards ou quoi. Comment on faisait avant que tu lances ton... Alors historiquement, il y a des plateformes qui existent, qui sont plutôt des calendriers, qui référençaient les événements. Plateformes qui sont souvent un peu vieilles, mais qui ont eu le mérite pendant des années au moins de réunir à un endroit des entrées de courses. Alors elles n'étaient pas forcément assez... C'était pas un niveau de modernité qu'on peut attendre aujourd'hui d'une plateforme web. Donc tu avais ces acteurs un peu éclatés, tu avais aussi du coup des acteurs aussi un peu éclatés qui référençaient peut-être plus localement des événements. Et sinon, c'était Google, quoi, le premier moteur de recherche. C'était Google, puis le site web de l'événement en lui-même. Mais à ce moment-là, tu n'avais rien qui centralisait tout ça? Non, encore une fois, rien de moderne et d'abouti selon nous. Il y avait encore une fois des plateformes qui ont existé bien avant nous. Hein. Mais jamais avec cette volonté vraiment d'essayer de proposer une expérience de bout en bout qui va de la recherche à l'inscription, voire même à après ce que tu peux faire autour de la course, etc. Qui avait jamais vraiment ce projet global et d'essayer vraiment de le structurer comme quelque chose qui devient un projet, une entreprise, quelque chose de viable. C'était souvent des calendriers créés et gérés par des gens souvent un peu seuls qui du coup faisaient des projets, des passionnés mais qui en vivaient pas, qui avaient du mal à passer un niveau en termes d'expérience, en termes de fonctionnalité, etc. Ce qu'on a essayé, ce qu'on essaie toujours de faire. Carrément, ouais. Dans cette émission on a des petits jeux. Je pense que c'est le moment pour lancer le premier. Allez. En l'occurrence, ce petit jeu, on va essayer de décrire ce qu'est pour toi la course parfaite. Donc tu as dit tu es un coureur, etc. Et tu baignes dans ce milieu. Voilà, donc on va essayer. Je vais te proposer deux choix à chaque fois. Okay. Tu vas me dire toi ce que tu préfères à titre perso. Et on va essayer de voir un peu vers quoi tu t'orientes. Okay. Déjà, en type de course, tu préfères route ou trail? Trail. Ouais. Ok. Au niveau de l'allure, tu serais sur plus de 5,30, donc lente et régulière. Ouais. Environ 4,30 rapide et intense, ou du fractionné, bon, en trail j'imagine pas forcément. En trail plutôt 5,30. Ok. 4,30 faut commencer à être costaud. Oui, je me doute. Au niveau de la distance, 10 km en trail, je pense que c'est pas forcément assez, mais semi-marathon, marathon ou plus? Moi j'ai un peu je me suis beaucoup frotté à différents types de distances sur le trail. Je suis allé jusqu'à du 50, 60, mais jamais au-delà, et j'ai un peu envie d'essayer... Il faut avoir du temps pour se le préparer, mais d'aller vers des distances un peu plus longues, donc je dirais plus que ton marathon. Un petit 100 km comme ça? Ouais, ça fait partie des objectifs. Hein. J'ai fait toutes les distances, étant lyonnais, j'ai fait toutes les distances de la Saint-Élion, sauf la dernière. Donc maintenant, mon but, c'est de faire la dernière. Ok, trop bien. En type de course, donc tu disais que c'était quand même quelque chose maintenant qui se démocratisait à plusieurs aussi. Donc une course solo ou non, donc solo, en duo ou en groupe? Qu'est-ce que tu préfères toi? Ah, ça c'est une question dure, parce que j'ai envie de dire en groupe ou en duo, mais c'est pas si simple, parce que il faut trouver quelqu'un qui a vraiment ton allure, ton même... Alors souvent, ça arrive de commencer des courses à plusieurs, mais jamais de les finir, surtout sur du trail. Moi, j'ai plutôt des expériences de course solo, où maintenant, j'ai des collègues avec lesquels on s'inscrit ensemble, donc on arrive encore à trouver des groupes de niveau. Mais c'est pas forcément simple d'avoir quelqu'un qui a exactement les mêmes objectifs, les mêmes distances, les mêmes trucs, qui te suit en termes de... Donc, mais tu trouves aussi finalement pas mal de plaisir à courir solo, parce que tu cours solo, entre guillemets,
tu vas pas avec quelqu'un que tu connais, mais tu te fais plein de potes sur une course, quoi. C'est ça qui est magique, c'est que finalement, t'es jamais solo sur une course. Le moment de la journée, tu préfères courir matin, après-midi ou soir? Alors, à titre d'entraînement, moi je cours très souvent en début d'après-midi, parce que c'est l'heure de la sieste de mes enfants. Ok. Donc en termes d'orgas, c'est plus Praticité, simple, ouais, c'est voilà. mieux. Et pour le coup, en termes de course, j'ai fait pas mal de courses nocturnes et je trouve ça assez chouette. Parce que, C'est vrai que j'ai jamais fait ça, ça doit être sympa. ouais, c'est assez chouette. Il y a une ambiance qui est très différente. Avec la petite lumière ouais, devant toi. je trouve ça assez sympa. Donc il y a une ambiance, je trouve, un peu particulière. Tu vois, j'ai eu la chance de faire le marathon pour tous Ok. lors des JO et je trouve que le fait que ce soit aussi en soirée, ça donnait vraiment quelque chose de différent à la course. Surtout que Parce Paris illuminé, ouais, etc. tu vois très différemment. Alors, sur la course sur route, c'est peut-être encore plus vrai parce que je trouve que les villes de nuit, ça a une ambiance qui est très différente. Sur du trail, c'est peut-être un peu plus glauque. La nuit à Saint-Élion, c'est un poil plus glauque. Mais ça renforce un peu Ça fait un peu peur. Ouais, mais ça renforce un peu aussi le dépassement de soi. T'es vraiment dans le maximum du dur, quoi. Non seulement tu cours, il fait froid, il pleut potentiellement, et il fait nuit. Donc tu te rajoutes une petite difficulté. Donc j'aime bien la nuit. Voilà. Ok. Donc, pour finir, les conditions météorologiques. Grand soleil, un peu chaud, pluie ou neige? Neige pour trail, je vais te l'éviter quand même. Ouais, bah, moi j'aime bien courir quand il fait chaud. Ah ouais? C'est un peu absurde, mais Je trouve que ça rend quand même les choses beaucoup plus compliquées. ça rend les choses plus compliquées. Mais je sais pas, je sais pas, j'arrive pas trop à l'expliquer, mais c'est un truc Pour que le j'aime. bronzage, t'aimes bien. Ouais, T'as non, du même mal pas. avec les enfants à Même pas, j'ai dit de bronzer. nuit, donc de nuit tu bronzes pas, hein. Ah ouais, c'est pas faux. Non, mais je sais pas pourquoi. Tu vois, l'année dernière, on a fait une course au Maroc, dans le désert où il faisait vraiment chaud. Et il y a plein de Ça doit choses être qui beau m'ont au mis, Maroc. il y a plein de choses qui m'ont mis en difficulté, mais la chaleur, pas vraiment. Au final, Ok. j'aime bien quand il fait assez chaud. D'accord. Voilà. Eh bah, super. On va passer à la vie de finishers. Aujourd'hui, vous avez plein de beaux partenaires. Vous êtes reconnus dans le monde du running. Mais concrètement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que avec une plateforme où vous centralisez des offres, vous gagnez de l'argent. C'est quoi votre modèle économique à Finishers? Alors, on en a plusieurs. On a un modèle qui est assez classique pour une marketplace, c'est qu'on prend des commissions, on amène du trafic, des ventes à différents acteurs, principalement de la vente de dossards, mais ça pourrait être autre chose. Donc, on prélève, on est apporteur d'affaires, entre guillemets. Commission sur les courses, du coup, pas sur Ouais. les clients. Non, sur les courses. Oui, c'est un modèle B2B, donc sur les courses. Ça, c'est notre premier modèle de revenu. On a un modèle qui est plus média. On arrive à faire beaucoup de trafic maintenant, ce qui fait qu'on peut monétiser ce trafic à la manière d'un média un peu spécifique, comme le serait... l'équipe fait bien plus de gros chiffres que nous, bien sûr, mais tu vois, c'est un média sport, et donc ils ont des offres médias à ce titre-là. Et après, on essaye de construire des solutions techniques pour des organisateurs. Donc ça peut être différents types d'outils techniques qu'on va essayer de développer et de leur mettre à disposition. Donc certaines sont sur des modèles de commission uniquement, certaines sont des modèles plus SaaS, donc d'abonnement et éventuellement de commission aussi, ou juste d'abonnement. Et donc ça, c'est un peu notre troisième levier, si tu veux, de revenus. Pour donner un exemple, pour que tout le monde comprenne, tu pourrais donner un exemple de... Bah, typiquement, on a un modèle de plateforme web, tu vois, qui fonctionne sur un mode d'abonnement. Aujourd'hui, tu es un organisateur de courses, tu peux, grâce à nous, développer un site web très facilement, le lancer, et ça, c'est un modèle d'abonnement. Ça coûte un certain abonnement par an, en l'occurrence. Voilà. Donc, Ou alors, vous facilitez vraiment pour tous les acteurs ouais, du monde du l'idée, running, c'est quoi. vraiment d'essayer de... Ça fait maintenant longtemps qu'on travaille avec des organisateurs d'événements. On essaie de comprendre où est-ce qu'ils ont des difficultés, où est-ce qu'ils ont besoin d'outils et de plateformes. C'est un univers qui est assez peu digitalisé aujourd'hui, donc il y a assez peu d'outils spécialisés. Et donc, bah, c'est un peu notre idée d'essayer d'aller voir où il y a vraiment un besoin et d'essayer de construire ces solutions. Sur la communication aussi, tu vois, ça fait un petit temps maintenant que je suis abonné, je vois que vous faites beaucoup de jeux concours, vous faites gagner beaucoup de choses aux personnes qui sont passionnées par le running. C'est quoi les leviers de communication que vous enclenchez le plus? Parce que du coup, j'imagine qu'à titre de média ou même à titre de marketplace, c'est quelque chose que vous allez chercher beaucoup, la communication et la Ouais. viralité. Bah, aujourd'hui, c'est effectivement l'un des plus gros atouts qu'on a à mettre en avant auprès notamment d'organisateurs d'événements, c'est de pouvoir toucher une communauté de plusieurs millions de personnes chaque mois, que ce soit par notre site, que ce soit par des emails par exemple, que ce soit par les réseaux sociaux, où on a plusieurs centaines de milliers effectivement de fans. Donc ça dépend un peu des messages, ça dépend un peu de ce qu'on essaie d'atteindre, mais c'est des leviers qu'on essaye évidemment d'activer, et pour aider des organisateurs à être plus visibles. Tout type d'organisateurs, des très gros qui malgré tout ont des besoins de raconter leur histoire, d'insister sur des sujets, ou des tout petits, parce que c'est ça qui est magique avec la course à pied, c'est qu'il y a autant d'intérêt à aller faire un marathon de Paris qu'à aller faire une petite course en bas de chez soi qui réunit 500 personnes. Donc vraiment,
voilà, d'essayer de trouver les leviers qui sont adaptés à chaque course, parce que certains n'ont pas forcément besoin de toucher des millions de personnes. Donc c'est de pouvoir cibler précisément ce qu'on active en fonction des besoins, des courses et de ce que veulent les coureurs, parce que du coup, c'est aussi ça notre mission, c'est d'essayer de cerner un peu mieux quel est le type de course qui va intéresser un coureur pour essayer de lui faire les recommandations les plus précises et de lui pousser les événements qui vont correspondre le plus à ses besoins. Parce que vous faites aussi du YouTube, par exemple, Mmh. où vous faites des vidéos assez longues, beaucoup plus construites, etc. Est-ce qu'il y a une vraie volonté que la partie média, la partie création de contenu prenne un peu le pas sur la partie marketplace parce que ça pourrait potentiellement plus vous rapporter ou ce genre de choses? C'est vraiment deux axes un peu complémentaires selon nous. C'est-à-dire que notre mission principale, elle reste quand même d'aider des coureurs à trouver, à chercher, à réserver des événements. Et vient avec le fait de créer du contenu sur ces événements pour leur donner envie et aussi pour leur faire découvrir plein de choses. On a eu la volonté de faire pas mal de contenu sur l'envers du décor, parce qu'aujourd'hui, quand tu fais une course, ça paraît assez simple. Tu te dis aujourd'hui, être organisateur d'événements, moi j'entends souvent des coureurs dire ouais, tu poses quelques barrières, tu mets des ravitaillements, Oula. c'est fini. En fait, l'envers du décor, faut se rendre compte de Ça la doit être ouf, mission. Même rien que bloquer des routes. Il faut bloquer des routes, ça, des fois, des faut trucs avec la mairie et tout, mobiliser des centaines de bénévoles. C'est un travail qui bien souvent est accompli, pas tout le temps, mais encore beaucoup en France par des bénévoles eux-mêmes, c'est-à-dire des associations. Et donc on essaye de mettre en lumière aussi les deux côtés, à la fois le côté émotion, performance, passion de ce sport, côté plutôt coureur, et le côté incroyable qu'il y a de travailler avec des acteurs. Tu vois, aujourd'hui, nous, on a la chance de travailler une course comme le Marathon du Beaujolais. C'est une course qui réunit presque 40 000 personnes chaque année. C'est entièrement C'est une associatif. très belle course. Derrière, c'est des gens mais qui, depuis 25 ans, donnent leur temps quasiment toute l'année pour créer ça. C'est leur seul et unique... Il y a des histoires qui sont incroyables côté organisateur et on essaye un peu de le montrer. On avait fait un format long sur la Saint-Élion, justement, sur tout ce que c'est. Parce que la Saint-Élion, c'est une course entre deux villes. T'as toute la logistique des bus, t'es dans le froid, t'es la nuit, tu dois gérer des gens qui, globalement, toutes les 100 mètres, il y a un mec qui se fait une cheville ou un truc parce que y a du froid, il y a du machin. Et en fait, c'est une logistique derrière et c'est des gens qui dorment pas pendant 4 jours pour organiser ça. Et donc, on essaye un peu, tu vois, de mettre en avant ces contenus-là aussi, parce que c'est de faire prendre conscience aussi aux coureurs que quand ils vont sur une course, waouh, il y a un boulot phénoménal de tas de gens. Et voilà, d'essayer de mettre en lumière un peu ça, parce qu'aujourd'hui, les organisateurs, à leur niveau, ils n'ont pas forcément les moyens et l'audience pour mettre en avant leur travail. Donc on essaye aussi de faire ce type de contenu qui, selon nous, sont intéressants et mettent un peu plus encore en lumière ce sport. Pour les organisateurs, est-ce que est-ce que tu expliquerais plutôt la hausse des prix sur les différentes courses qu'il peut y avoir, pas toutes évidemment, mais j'imagine que c'est un peu lié à ça aussi, c'est que le fait de mobiliser autant de gens, de plus en plus, ça coûte de plus en plus cher. Mais par exemple, j'ai vu une stat il n'y a pas longtemps sur le marathon de Paris qui, d'année en année, grave de 10, 15, voire 20 euros. Il y a tout là aussi, c'est-à-dire que nous, on a les deux points de vue. Nous, on est à la fois côté coureur et côté organisateur. Donc, c'est sûr qu'il y a des événements qui sont de plus en plus chers et qui, tout simplement, font un équilibre entre l'offre et la demande. Donc, ils ont beaucoup de demandes. Donc, ils peuvent se permettre d'augmenter leur prix et de gagner plus. Après, il ne faut pas négliger non plus. Et c'est là aussi où, du coup, c'est dur, je pense, pour le coureur de différencier la course qui met ses prix hauts parce qu'il peut se le permettre de ceux qui mettent juste des prix hauts parce que, le monde, t'as des inflations sur tout, donc côté organisateur, t'as de l'inflation sur tout aussi, c'est-à-dire que ce qui hier coûtait un ravitaillement coûte plus la même chose qu'aujourd'hui. Il faut voir les contraintes de sécurité maintenant qui sont imposées à des événements, barrer des routes, arrêter le trafic, mettre de la sécurité. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont des postes de dépenses énormes qui n'existaient pas avant côté organisateur et qui maintenant, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent à minima que leur événement soit à l'équilibre, ils sont obligés de répercuter beaucoup de ces coûts côté coureur. Donc il y a un peu de tout, il y a des choses qui augmentent, mais c'est logique parce que l'organisateur, c'est pas parce qu'il veut s'en mettre plein les fouilles, c'est juste qu'il doit lui aussi faire face à des coûts, à des contraintes qui sont bien plus importantes qu'avant. T'as des événements qui sont annulés 2 jours avant parce que le préfet a décidé qu'il fallait l'annuler. Et un événement, il a déjà engagé des coûts énormes. Il n'a pas une trésor de 3 ans devant lui, comme la FIFA qui organise une Coupe du Monde. Ils sont vraiment dans une situation souvent qui économiquement n'est pas non plus folle, quoi. Donc il y a un peu de tout. Il y a effectivement une inflation. C'est un sport très demandé de plus en plus. Donc il y en a qui augmentent un peu comme tu as des phénomènes sur du concert ou des choses comme ça. Et puis il y a aussi naturellement un univers qui est en train de
se structurer et qui du coup devient un peu plus cher parce qu'ils ont plus de contraintes, ils ont plus de choses qui sont obligés de répercuter dans des coûts d'inscription, quoi. Et puis, tu me dis, il y a plus de demandes, mais effectivement, du coup, que ce soit, voilà, il y a plus de demandes, donc on se permet d'augmenter les prix, mais la nouvelle génération aussi qui s'inscrit dorénavant, je pense, sur les courses, euh, attend des organisateurs et de la course en elle-même de step up aussi Bien et de sûr. créer un univers aussi. Ah, bien Tu sûr. vois, tout ce qui, enfin, peut-être, je sais pas comment ça se passait avant, mais tout ce qu'il y a maintenant avec tous les marchés Ouais. qu'il y a avant les courses, où vous êtes tous présents, vous présentez des trucs. Là, tu vois, j'ai fait le Relignon l'année dernière, le 42, et sur je ne sais pas combien de paliers, il y a des groupes de musique, il y a des personnes. Enfin, c'est vraiment créer un événement plus qu'autre chose. Et ces gens-là, bah, il faut bien les payer, il faut bien Ah, les bien faire sûr. venir, quoi. Exactement, c'est ça. Et puis même, tu vois, t'as beaucoup de... avec un dossard, tu as plein de trucs qui vont avec, tu vois, un t-shirt de course, ça paraît anodin, mais c'est quand même vite un coût pour un organisateur, tu vois, un t-shirt, ça coûte quand même, alors, en plus, t'en as qui essayent maintenant de plus en plus d'avoir une démarche un peu plus éco-responsable dans la façon dont ils produisent ce genre de choses, alors il y en a qui le suppriment complètement, et c'est une démarche un peu ultime de l'éco-responsabilité, t'en as qui essayent de les faire sur des circuits plus courts en Europe, etc., mais forcément ça coûte plus cher, donc c'est obligé de le répercuter, donc il y a un peu de tout, effectivement, et c'est une industrie qui était très amateur, qui commence à se professionnaliser, donc dans laquelle commence à y avoir de l'argent. Donc, bah oui, il y a des prix qui augmentent, et ça, c'est l'effet un peu pervers côté coureur, mais bénéfique côté organisateur. C'est que c'est aussi quelque chose qui avant était très associatif et qui commence à être un peu plus structuré. Ce qui est pour le mieux, hein, d'ailleurs. Bah, c'est ce que j'allais dire. Il y a un peu les deux côtés du verre à moitié plein ou à moitié vide, hein, mais c'est vrai que de la même manière. Il y a peut-être 20 ans, un match de foot, ça coûtait pas le même prix. C'est devenu un Ah, mais univers dans complètement. lequel voilà, il y a plus de demandes, il y a plus de trucs. Donc ça suit un peu ces logiques-là qu'ont connu d'autres sports, d'autres industries, la musique, la culture pour certains aspects, etc., quoi. Donc, Et sur la suite, du coup, sur Finishers, là, j'imagine que tu as quand même une vision assez claire des différents axes que tu peux développer encore. Mais où est-ce que tu aimerais aller? Jusqu'à où tu aimerais le pousser, ce projet-là? bah là, c'est une bonne question. On a fait un peu, il a évolué de manière assez concentrique ce projet. On a démarré par une plateforme française, en langue française, sur des événements français, pour des coureurs français, voilà, quelque chose de très local pour démarrer. Très vite, on a référencé des événements étrangers. Maintenant, on a des événements étrangers pour des Français, pour des étrangers. Enfin, on a une vraie ambition d'essayer de se dire, bah, en regardant autour, c'est les problématiques qu'on a rencontrées côté coureur et côté organisateur en France. Ah, bah, il y a les mêmes en Allemagne, il y a les mêmes en Espagne, il y a les mêmes en Italie, il y a les mêmes au UK, il y a les mêmes partout. Donc, ok, essayer de développer ça de manière beaucoup plus internationale. Aussi parce qu'il y a un vrai, selon nous, un vrai bénéfice mutuel. C'est-à-dire que demain, t'es français, tu vas aller faire des courses en Espagne, bah, t'es content que Finishers référence plein d'événements en Espagne. Carrément. Et t'es espagnol, bah, on va référencer à la fois les événements espagnols et les événements français. Donc tu vas aussi venir découvrir des événements français, etc., etc. Donc voilà, on a une vraie vision aujourd'hui d'essayer de porter ce projet à un niveau un peu plus, à minima européen et même international. Et Puis tu as puis la après, chance que, enfin, je veux dire, pour moi, la course, c'est vraiment un truc qui s'y prête totalement, quoi. ouais. Parce que la première chose que je me suis dit, tu vois, moi, ma première course, c'était à Lyon. Et je me suis dit, ok, je kiffe. J'ai eu le temps en 42 km de tout voir. Mais je me dis, imagine, je l'aurais pas fait dans ma ville. Et j'aurais été dans une ville que je connais pas. Et ben, j'aurais tout découvert, quoi. J'aurais tout vu. Et c'est Ouais. un truc, enfin, je veux dire, même pour du tourisme, entre gros guillemets, parce que c'est du tourisme un peu à l'extrême. Mais moi, à l'origine, je suis allé faire le semi-marathon de Milan parce que je voulais voir Ah, Milan. mais nous, Ce genre de ça choses, a quoi. été dès le début quelque chose qu'on a essayé de beaucoup insuffler, notamment dans les contenus. C'est que il y a différentes façons d'aborder les courses. Il y en a qui y vont vraiment pour la performance, et tant mieux, et à la limite, mais c'est pas forcément la majorité des gens. Il y a des gens qui y vont pour se dépasser, mais la performance qu'ils vont établir, eux, à leur niveau, elle est importante, mais peut-être qu'ils vont finir dans les 2 tiers de la course, mais à la limite, ils s'en Mhm. foutent. Et il y a aussi un vrai aspect de la course, c'est un moyen super de découvrir des villes, de découvrir des endroits, t'as un avant-course, un après-course. Enfin, tu vois, c'est un vrai. Nous, on est persuadé que c'est un vrai levier touristique. C'est vraiment quelque chose qui fait. Carrément. Il y a des gens Parce qui. que tu prends un Oh là, mais week-end, tu prends un voilà, on truc. les constate vraiment. Nous, on voit vraiment ces comportements d'achat de gens qui font leur voyage. Ils vont y mettre une course au milieu, et puis ils y vont avec des proches, ils y vont avec plein de gens, et c'est vraiment. Ça fait partie intégrante de leur. Et c'est un super moyen de voir la ville et de découvrir des endroits différemment, quoi. Donc là-dessus, effectivement, il y a un vrai. Tourisme, c'est peut-être un bien grand mot, mais pas forcément. Il y a une vraie découverte qui est faite par cet événement. Et chaque course étant différente, bah, c'est une redécouverte à chaque fois.
même d'un point de vue physique, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas faire un marathon, tu peux réussir un marathon hyper facilement une semaine et 2 mois plus tard en faire un où globalement tu vas galérer toute la course, quoi. Donc même d'un point de vue personnel, tu te réinventes Il n'y tout a le temps aucune dans cette. course qui se Il ressemble. n'y a aucune course qui se ressemble. Donc c'est vraiment un sport pour ça qui est super et qui fait que tu recommences et tu y retournes à chaque fois, quoi. Ok, trop bien. Mais du coup, sur l'aspect international, est-ce que, enfin, autre que l'aspect international, je veux dire sur le long terme, etc., est-ce que toi, devenir une marque emblématique de course, de pouvoir porter des projets, des courses à votre niveau, c'est un truc qui t'intéresserait? De vous-même potentiellement lancer des courses, tu vois. Organisateur, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Le truc, c'est qu'on travaille pour des organisateurs d'événements. Donc on n'a pas non plus envie, tu vois, de devenir. Si on en organise nous-mêmes, on est un peu jugé parti d'une certaine manière. On peut être tenté, on va être nos propres clients. Et ça, on trouve que c'est jamais bon. Donc organiser nous-mêmes des événements, c'est pas forcément dans notre objectif. On est au service des organisateurs d'événements, au service des coureurs. Parce que tu deviendrais vraiment du B2B, du coup, si tu faisais de le... Ouais. Alors que là, Alors vous ça êtes nous arrive plus de conseiller. C'est-à-dire du B2C, pardon. on a pas mal de... On a des organisateurs qui nous demandent parfois des conseils de OK, vous avez vu plein de choses partout, vous voyez des milliers d'événements en France, à l'étranger, comment est-ce que je devrais gérer ci, comment est-ce que je devrais gérer ça, ou alors potentiellement des collectivités qui nous consultent pour dire est-ce que je devrais faire un événement, si oui, lequel, quand, à quelle distance, à quel prix. Enfin, on peut avoir ce rôle de centraliser beaucoup d'informations et de savoir ce qui marche, quand, où, comment, ce qui va intéresser les coureurs, mais aller organiser nous, pas forcément. Et encore, ce que je disais avant, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est fort à créer de l'audience, à créer des outils techniques qu'on serait fort à organiser une course. C'est quand même un métier qui est très différent. C'est de l'événementiel, c'est un métier très dur et sur lequel, certes, on le voit, mais c'est pas parce qu'on le voit de manière quotidienne qu'on y serait très bon. Donc voilà, pour l'instant, ça fait pas partie de nos projets de développement d'organiser en propre nous-mêmes des événements. Et même sur enfin, tu vois, tu m'as parlé on en parlait tout à l'heure du conseil et d'HEC, donc ça me fait penser à ça. Mais dans le long terme, voilà, vous gagnez en expérience, vous aidez nombre d'organisations sur l'audience et compagnie. Juste les accompagner sous forme de consulting sur OK, vous pourriez aller là-dessus, c'est comme ça qu'on fait une course, c'est comme ça qu'on crée de l'audience. C'est pas un truc, une branche de finishers qui pourrait t'intéresser? Si, qui peut. Qu'on pense plutôt sous forme d'outils, c'est-à-dire de pouvoir, tu vois, Les agréger, fameux, ok. de pouvoir agréger. Un exemple, mais de pouvoir faire des conseils sur du pricing, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'organisateurs qui savent pas forcément à quel prix il faut qu'ils mettent leurs courses. Alors, ils ont une structure de coût potentiellement à peu près bien définie. Et encore, même ça, c'est pas toujours simple parce qu'il y a pas mal de coûts que tu définis pas forcément beaucoup à l'avance, mais ils ont une structure de coût. Mais après, est-ce qu'ils sont dans la moyenne des prix des courses de cette distance, dans cette région Ils n'ont pas forcément beaucoup d'infos là-dessus. Ça reste encore un univers qui est peu documenté et avec peu d'outils d'aide à la décision. Donc il y a plein de choses là-dessus, effectivement, qui sont à explorer. Et c'est en ça que je disais qu'on essaye de réfléchir à des outils, à des solutions. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à explorer et à faire pour tous ces acteurs. Sur le Finishers, on a pas mal avancé et effectivement, enfin moi je te le redis, je suis hyper fan et je vous souhaite tout le meilleur là-dedans. Il y a aussi un aspect de ton parcours que j'aimerais aborder parce que notamment c'est quelque chose que tu mets en avant sur LinkedIn, c'est le côté investissement. Parce que j'ai pas encore eu l'occasion de parler vraiment d'investissement, de stratégie d'investissement avec des personnes. Donc toi tu as rejoint Blast, qui est donc la structure de Anthony Bourbon notamment, Tony Parker et compagnie. Comment est-ce que toi, t'en es venu à vouloir investir et comment ça se passe là, tous ces process d'investissement que t'as? Ouais, alors déjà, moi j'ai vu ce qui m'a pas mal motivé, c'est de voir l'envers du décor, parce que du coup, on a levé plusieurs fois des fonds avec Finishers. Donc, moi, j'ai fait le côté levée de fonds, ce qui m'a permis de pouvoir voir beaucoup de mécanismes de comment des fonds, comment des business angels, comment des acteurs, d'autres types d'acteurs qui investissent plutôt en start-up, analysent des dossiers. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qui continue de m'intéresser beaucoup. Ça, c'est un premier élément. J'ai aussi eu la chance de pouvoir participer à pas mal de jurys, de pitch, de choses comme ça, où j'ai vu passer des projets, des porteurs de projets. Et en fait, c'est une combinaison de curiosité et d'intérêt pour voir des projets nouveaux, de pouvoir rencontrer des entrepreneurs qui sont animés, qui sont souvent, parce que mon positionnement est plutôt déjà par mes moyens qui sont quand même assez limités encore et par mon envie aussi personnelle d'aller plutôt accompagner des projets qui sont plutôt au début
et que je trouve hyper intéressant, des phases hyper intéressantes, vraiment de gens qui sont au maximum de leur motivation, détermination au début, T'es avec etc. des gars qui veulent chercher vraiment de l'expérience, de Ouais, la et puis c'est une certaine manière de connaissance, quoi. humblement essayer de peut-être apporter un petit peu au-delà de l'investissement lui-même, parce que encore une fois, je suis très très loin d'être un gros investisseur. C'est plus voilà, D'aider, quoi. de pouvoir aider, ouais, de pouvoir apporter un peu de retour d'expérience et peut-être de compétences sur certains sujets. Et je trouve ça hyper intéressant, hyper formateur aussi, parce que Ça te fait te remettre toi-même en ouais, question. ça m'apporte, je pense, beaucoup dans mon projet à moi. Et ça peut paraître être du temps, pas perdu, mais parfois, être entrepreneur, c'est se dire j'ai 300 journées en une seule, donc comment je fais ce qui est le plus important. Et ça, du premier abord, tu peux te dire, bah, c'est pas forcément ce qui est le plus important, tu vois, il y a plus de temps à passer sur son business. Mais ça ouvre beaucoup de réflexions aussi qui sont valables pour ton Il business y a à des toi. trucs que Donc, tu as appris, que tu as pu appliquer derrière Finishers ou ouais, qui t'ont oui, oui. mis sur une piste en tout Je cas. sais pas si je peux t'en citer un là comme ça de manière très concrète, mais oui. Déjà, je trouve que en termes d'énergie, c'est hyper positif parce que, encore une fois, c'est hyper motivant de voir des gens qui pitchent, qui défendent leurs idées, qui essayent de te convaincre. Même toi, je trouve qu'en termes d'énergie, c'est hyper positif. Et en termes d'idées, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, ça peut créer des synergies même hyper business, hyper concrètes avec des projets. On m'a présenté, bah, naturellement, j'ai une expérience plutôt du sport, donc c'est plutôt beaucoup de projets sport qui me sont présentés, et donc ça crée forcément des idées, des connexions, etc. Et c'est hyper intéressant de le faire. Ça rejoint, tu vois, nous on fait partie d'un truc qui s'appelle le réseau Entreprendre, qui est un réseau d'entrepreneurs qui accompagnent des boîtes, et c'est typiquement un peu l'essence de ce truc-là, c'est que c'est souvent des patrons ou des entrepreneurs qui prennent de leur temps libre, qui payent pour accompagner des boîtes. Et c'est vraiment parce qu'en fait, à la fois, c'est un moyen de rendre ce qui leur a été apporté, parce que souvent, c'est des anciens membres du réseau Entreprendre, donc qui ont été eux-mêmes mentorés, ce qui est notre cas. Et c'est aussi un moyen d'apprendre plein de choses sur toi, ta façon peut-être d'appliquer des choses que tu découvres en accompagnant des entrepreneurs. Donc voilà, c'est plutôt ça qu'une logique vraiment. Enfin, moi, je suis pas un investisseur qui cherche je devrais pas dire ça, mais de la rentabilité, forcément. Tu vas pas investir dans des projets auxquels tu crois pas. Mais je suis bien trop petit investisseur pour dire que c'est Donc toi, ma vision. on t'apporte un projet, c'est quoi la métrique que tu vas aller chercher plus? C'est vraiment la métrique passion, quoi. C'est pas vraiment le. C'est un mix de l'équipe, parce qu'au début, quand tu investis sur un projet, surtout naissant, tu investis beaucoup sur les gens, sur l'impression qu'ils te font, sur un mix de plein de choses, de leur passé, leurs compétences, ce qu'ils arrivent à te transmettre ou pas au moment où ils te présentent leur truc. Évidemment, de comprendre, croire en la solution, en ce qu'ils apportent, en tant que ce soit un service, un produit, peu importe. Ouais. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et pourquoi tu as fait ce choix d'investir avec Blast, de pas te dire ok bah écoute là je vais me mettre dans d'autres trucs, etc. C'est quoi qui t'a poussé à aller là-dedans? C'est la facilité, c'est. Alors il y a plusieurs choses. Donc Blast, c'est un de nos investisseurs à nous, donc ça a été facile. Ok, Enfin, ça a été carrément. une opportunité pour moi de rentrer en tant qu'investisseur aussi chez Blast, Trop d'avoir les deux intéressant. côtés. Et je trouve que le modèle est hyper intéressant parce que dans mon cas, ce qui me manque quand même, c'est de pouvoir. Il suffit pas de dire que tu es investisseur sur LinkedIn pour que les gens t'identifient comme un investisseur. Donc c'est un moyen de pouvoir participer d'investir dans des projets sur lesquels je pourrais pas investir sinon seul. Et puis il y a un vrai travail pédagogique ils te prémâchent beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'ils vont sourcer des projets, ils vont déjà prendre les plus sérieux, enfin ceux en quels eux croient déjà, et puis ils te donnent vraiment les grilles d'analyse, de lecture, qui te permet d'optimiser le fait de regarder le plus de dossiers possible en un minimum de temps. Là où seul, tu prendrais beaucoup de Sur temps ce que je disais tout à l'heure, à screener des 3 dossiers, des semaines. projets. Enfin, soit tu es investisseur à temps plein, et à la limite, c'est Ouais. ton boulot. Moi, c'est pas du tout mon truc. C'est plus, voilà, c'est un moyen de découvrir des projets, de rester à l'écoute de plein de choses qui se font, de rendre un peu, si je peux, ce qu'on a pu m'amener, ce que des investisseurs ont pu m'amener, moi, dans mon projet. Et donc ça, c'est un bon moyen de le faire. Ouais. Complètement. Du coup, évidemment, deuxième petit jeu pour l'investisseur que tu es. Je vais te pitcher 3 startups dans le monde du running. Ok. Tu me dis si au moins la solution. On va pas commencer à rentrer dans des termes avec des maths et du financier, mais au moins si sur le produit tu y crois, est-ce que tu pourrais y aller? Ok.
La première, donc le pitch, c'est Run and Chill, qui combine course à pied et bien-être avec des parcours qui incluent des pauses méditation et yoga. Ok. C'est terrible. Non, si, why not? C'est des univers qui peuvent communiquer assez bien, qui communiquent peut-être pas encore beaucoup, donc je dirais que c'est intéressant. Après, c'est assez niche quand même, parce que Ah oui, tu touches peut-être pas énormément de gens, donc dans le cadre d'un projet, il faut quand même pouvoir avoir suffisamment de clients potentiels pour avoir un truc viable, donc à creuser. ok. Run Dream organise des courses virtuelles dans des environnements de réalité augmentée grâce à nos lunettes connectées. Vous pouvez courir dans des paysages exotiques sur des sentiers de montagne ou même sur la Lune tout en restant chez vous. Ah, le pitch est sympa. Faut pouvoir tester le produit pour voir si ça, à quel point ça te rend immersif. Ça, c'est des sujets qui sont assez intéressants, des sujets de course connectée que nous on a eu. Il y en a eu beaucoup, beaucoup pendant le Covid, forcément. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Euh, c'est assez difficile de se positionner Est-ce qu'il y a un là-dessus. sujet sur la sédentarité aussi? Le fait que Ouais, maintenant, bah si c'est sûr que on ça peut aider des pose. gens qui vont pas forcément franchir le pas d'aller. Après, bon, tous les coureurs te diront quand même que courir sur un tapis, même si tu as des lunettes, c'est quand même pas la même chose que d'aller dehors, quoi. Donc, Je suis d'accord. moi, à titre perso, j'aurais du mal à me projeter dans ce produit, donc j'aurais peut-être du mal à y aller. Ça veut pas dire que c'est pas forcément fait pour des gens. Donc, Et le dernier, donc Run Glow, propose des vêtements de running lumineux qui changent de couleur en fonction du rythme cardiaque et de la vitesse. Bon, on part du principe que c'est faisable. Bon, je sais pas comment, mais c'est faisable. ah, ok, c'est intéressant. Tu peux avoir aussi un sujet quand même de sécurité qui est intéressant. Sur le fait de courir quand il fait nuit, par exemple. Mhm. Ça, c'est un vrai sujet important et aujourd'hui, notamment, c'est une pratique qui se féminise de plus en plus. Il y a énormément de femmes maintenant qui se mettent à la course à pied et c'est un vrai sentiment complexe pour des femmes d'aller courir le soir, d'aller courir quand il fait nuit. Il y a un vrai sentiment d'insécurité. Alors, je ne sais pas si des vêtements lumineux sont suffisants Est-ce pour que être ça en attire pas sécurité. peut-être Peut-être ça sert pas ça résout pas le problème, ça l'aggrave. Mais en tout cas, ouais, ça peut être intéressant et bah c'est sûr que ça combine des problématiques qui sont intéressantes de sécurité, de potentiellement, tu parles de rythme cardiaque, donc ça peut être aussi de sécurité physique, hein, parce que ça reste un sport qui paraît anodin, mais où malheureusement il y a des gens qui en meurent tous les ans de manière assez régulière parce que bah, ça soumet quand même ton corps et ton cœur à un effort qui peut être important. Donc est-ce que ça résout ce problème? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une techno intéressante. Bah, en plus, il y a un troisième axe moi qui me parle, c'est, je sais pas si tu as vu passer, j'imagine que oui. Toutes les personnes maintenant qui se font payer pour courir à la place d'autres gens, notamment sur Strava, Ouais. ça peut créer aussi un truc de, en fait, quand t'es pas un coureur, ou même moi quand je cours et que je vois des gens courir à côté de moi, t'as du mal avec l'œil humain à visualiser la vitesse qu'ils ont, tu vois. Donc ça peut être un élément aussi un peu d'ego de dire, bah regarde ma veste là, elle est rouge, ça veut dire que j'y vais à Là, je fond, suis à quoi. fond, ouais. Eh, why not? Ok. Un dernier petit sujet, ensuite on ira sur le troisième jeu, on aura fini. C'est sur le sport et l'entrepreneuriat, le lien entre les deux, parce que voilà, c'est un truc dont je parle souvent, j'en ai parlé avec d'autres invités sur des formats courts. Pour moi, il y a un vrai lien entre quelqu'un qui fait du sport de manière régulière et quelqu'un qui entreprend. Tout le monde dit que entreprendre, c'est pas un sprint, mais un marathon. Donc forcément, c'est quelque chose qui résonne en toi. Euh, c'est quoi qui fait qu'on peut rapprocher le sport, ou notamment la course à pied, de l'entrepreneuriat? Bah, c'est vrai que tu l'as dit, hein, nous, c'est peut-être un des. Moi, c'est un conseil qui résonne beaucoup, même si je sais même plus qui me l'a donné. Mais c'est un des conseils qu'on nous a donné au début de ce marathon qu'on a lancé avec Hugo et Arnaud. C'est en fait, tu es très tenté quand tu lances un projet entrepreneurial de te dire en fait, du travail, tu en as à l'infini. C'est ton projet, donc tu peux bosser tous les soirs, 24 heures sur 24. Il y aura toujours de quoi alimenter ton travail. Ce qui est quand même assez rare dans un travail, parce qu'au bout d'un moment, même si tu as un job où tu as énormément de boulot, au bout d'un moment, quand même, tu Ouais, vois un t'as peu fait une tes fin dans tâches, tes quoi. tâches. Là, il n'y en a pas, en fait. Tu peux faire à l'infini. Et donc, tu es très tenté de te dire ah, mais ce soir, je me couche à 2 du mat, mais c'est exceptionnel. En fait, c'est jamais exceptionnel, parce que ça sera ça tout le temps. Et donc, il faut vraiment, exactement cette discipline de se dire, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, si le rythme que tu as aujourd'hui sur une semaine, tu peux pas le tenir sur 6 mois ou sur un an, c'est qu'il est pas bon.
C'est-à-dire que ça sera pas exceptionnel. Tu vas être tenté de te dire, c'est une deuxième semaine d'affilée où je fais des nuits blanches. Et puis en fait, tu rentres dans un truc qui est pas viable. Donc dès le début, il faut s'impliquer. Et ça, je pense que ça se recoupe pas mal effectivement avec du sport. C'est-à-dire que c'est de la régularité, c'est de l'abnégation parce que c'est que des hauts et des bas, c'est que des contre-performances et des victoires et des défaites. Donc c'est savoir te dire que c'est pas parce que tu as une défaite qu'il faut arrêter. Ou parfois, c'est te dire, là, c'est la défaite qui me fait arrêter ça, en tout cas. Tu vois, c'est aussi savoir. C'est peut-être ça qui est le plus dur, en fait, quand tu es entrepreneur, je pense. C'est que il faut à la fois être borné, mais en même temps, pas être borné. C'est-à-dire qu'il faut être borné et pas être persuadé d'avoir toujours raison. Parce qu'au bout d'un moment, quand tout le monde te dit que tu as tort et quand certains signaux te disent que tu as tort, il faut être suffisamment. Je sais pas si c'est de l'humilité, mais en tout cas d'avoir du recul pour te dire ok, là, je suis peut-être pas dans la bonne direction, il faut peut-être corriger des Comprendre que choses. c'est la défaite de Et en trop, même quoi. temps, il faut savoir aussi se dire, c'est pas parce que tout le monde me dit que je fais une connerie que je fais une connerie. Donc parfois, il faut savoir s'entêter là où il y a besoin de s'entêter et lâcher là où il y a besoin de lâcher. Et c'est peut-être ça le plus dur. Parce que soit tu t'entêtes sur tout, soit tu lâches sur tout, et t'es jamais vraiment dans le... Donc il faut savoir pivoter, mais il faut savoir aussi parfois se dire, ça, on me dit que j'ai tort, mais allez, moi, j'ai des signaux qui me font dire que j'ai pas tort. Et ça, c'est peut-être aussi, c'est assez similaire, et ça se rapproche pas mal du sport, du sport de haut niveau, de quand tu écoutes tous les sportifs de haut niveau qui racontent leur parcours, quasiment tous, à un moment donné, ils ont dans leur parcours soit un gros coup dur, soit un gros tout le monde m'a dit que j'y arriverais pas. Et en fait, si, j'ai réussi. Et ça, c'est assez similaire. C'est que quand tu entreprends, par définition, tu viens quand même bousculer des choses qui n'étaient pas faites de cette manière-là avant. Et donc, par définition, tu risques d'avoir un grand nombre de personnes qui te disent mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Et c'est là où il faut avoir un peu ce mix de, je sais pas, de mental, de je sais pas trop quoi d'ailleurs, de savoir surmonter ces obstacles-là. Donc oui, il y a plein de similitudes. Et d'ailleurs, il y a plein de sportifs qui entreprennent, ou qui investissent, ou qui aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus de sportifs de haut niveau qui se tournent vers l'investissement, vers l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est une continuité assez logique. Enfin, en tout cas, ils sont persuadés d'avoir vécu des choses qui se retrouvent dans l'entrepreneuriat. Et beaucoup d'entrepreneurs aussi idolâtrent certains sportifs. Hein. Ouais. Tu vois, quand tu demandes à des entrepreneurs connus qui ont bien réussi, tu leur demandes quelle personnalité pardon, les a aidés dans leur mindset ou ce genre de choses. Tu as beaucoup qui disent des Michael Jordan, des Cristiano Ronaldo, des Kobe Bryant, des personnes comme ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Et c'est des gens qui. Alors, nous, on a la chance d'avoir quelques anciens sportifs de haut niveau ou actuels sportifs de haut niveau dans nos investisseurs, par exemple. Et c'est sur des gens qui ont des conseils qui sont peut-être moins business, mais qui sont peut-être plus. Et qui sont peut-être plus sur l'état d'esprit, sur la façon de gérer plein de choses dans ta vie, parce qu'être sportif, c'est aussi ça. Donc, non, il y a plein de similitudes qui sont hyper intéressantes et des analogies qui sont intéressantes à faire. Ouais. Trop intéressant. Bon, le dernier petit jeu que j'ai pour toi, c'est un petit jeu rapide. J'ai la chance sur les deux derniers invités, vous avez tous les deux des enfants. Donc c'est d'autant plus relatable. C'est des questions qui pourraient être posées par des enfants. C'est le jeu du newbie. Sur ton domaine à toi. Donc l'idée c'est que tu t'imagines parler à un de tes enfants. Donc il faut être le plus simple et synthétique possible pour répondre. Sans aller trop dans la langue de bois. Ok. Pourquoi courir aussi longtemps pour aller nulle part précisément? Ça sert à quoi? Ça sert à savoir que tu en es capable et de pouvoir essayer de savoir jusqu'où tu peux aller et essayer d'aller plus loin que là où tu penses que tu peux aller au maximum. Très bien. Pourquoi est-ce que des messieurs disent que pour courir vite, il faut courir lentement d'abord? Parce qu'il faut savoir faire par étapes et avant passer direct de je cours lentement à je cours vite, c'est brûler les étapes. Donc il faut savoir progressivement travailler des rythmes différents avant de pouvoir courir vite. Et même quand on sait courir vite, c'est toujours important de revenir à courir lentement. Pourquoi courir c'est à la mode maintenant? Oula parce que c'est facile, c'est accessible, c'est paritaire. C'est un mot un peu compliqué, ça, si je l'explique à des enfants. On va dire que j'ai compris. Parce que ça te permet d'aller faire du sport avec qui tu veux, quand tu veux, où tu veux, dehors. Trop bien. Est-ce qu'un enfant kifferait, ceci dit d'ailleurs. Exactement. C'est quoi ta vraie course préférée? Ma vraie course préférée, j'en ai de Lyon, je vais dire la Saint-Élion. Je trouve qu'elle réunit d'une certaine manière tellement d'éléments qui te mettent en difficulté. C'est-à-dire que tout est dans une course. C'est entre Lyon et Saint-Etienne, donc clairement il n'y a rien à voir. C'est de nuit, il fait froid. C'est vraiment tout est fait pour te mettre un peu au défi
et j'aime bien. Et la dernière, pourquoi est-ce que vous appelez Finishers? Parce qu'on essaye de réunir tous les gens qui veulent ou qui vont franchir une ligne d'arrivée et donc devenir finishers. Trop bien. La dernière question, c'est une question commune que je pose à tous les invités parce que c'est une notion qui est pour moi essentielle dans l'entrepreneuriat et c'est un peu la base de ce que j'ai voulu lancer avec OVNI. C'est la notion de culture de la différence. Qu'est-ce qui fait que toi, Benoît, et tes associés, vous avez réussi quand d'autres, sur le même produit ou sur le même segment, n'auraient pas pu réussir? Comment est-ce que vous la cultivez, cette différence? Alors je pense qu'il y a plein d'ingrédients. De toute façon, c'est rarement un seul ingrédient qui fait que, et si tant est qu'on puisse dire qu'on ait réussi, parce que bon, on a réussi des choses, mais il nous en reste encore plein à accomplir. Et je pense que on est encore loin d'avoir réussi, mais en tout cas, si on est encore là et qu'on a réussi à construire ce qu'on a construit jusqu'à présent, c'est un mix de plein de choses. C'est un mix. De toute façon, tous les experts te le disent. La première raison d'échec d'une boîte, c'est les fondateurs. Aujourd'hui, je pense que c'est un mix entre nous de. euh, on s'apprécie humainement, mais aussi on sait qu'on est compatible. Moi, c'est un des éléments que je mets souvent en avant dans l'association que j'ai eue avec Hugo et après avec Hugo et Arnaud. C'est que moi, Hugo, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui j'ai déjà travaillé. Donc, c'est-à-dire que c'est un ami, mais ça a été un collègue de travail. Donc, je sais que dans le travail, on était compatibles, on avait une façon de voir les choses similaires ou quand elle n'était pas similaire, une capacité à s'entendre sur des choses qu'on ne pensait pas de la même manière. Donc je pense que c'est une vraie cohésion d'équipe qu'on essaye quotidiennement d'étendre parce qu'on n'est plus trois aujourd'hui, on est beaucoup plus. Donc c'est une équipe avant tout. C'est ce mix que je décrivais un peu tout à l'heure de on a eu des sujets sur lesquels très tôt on nous a dit mais c'est n'importe quoi, c'est ça, vous y arriverez jamais, vous le ferez pas. Et sur lesquels on s'est accroché. On se dit non, faut persister parce que ça c'est important. Et aussi la capacité parfois de se dire, quand trop de gens te disent ça, vraiment, t'es sûr qu'il faut pas le changer. Ça, c'est une anecdote qu'on raconte souvent, mais avant même de lancer le projet, on avait pitché ce projet à quelqu'un qui s'appelle Thomas Cook, qui est le DG de VP, qu'on connaît, nous, par des expériences passées, quelqu'un qui investit beaucoup dans le sport. Et on lui a pitché notre projet tout début. Au début, où on était deux au Covid, on alternait entre chez moi et chez Hugo. Et globalement, le gars nous a dit, je prends un quart d'heure. Il nous a démonté. Pendant un quart d'heure, il nous a démonté. Vraiment, mais il a dit que des trucs négatifs. Et à la fin, il nous a dit, bah attendez, hein, il y a aussi du positif, mais bon, j'ai qu'un quart d'heure à vous accorder, je vais pas passer 10 minutes à vous donner le positif, mais globalement, je vous dis pourquoi j'y crois pas. Donc on est sorti de ce truc en se disant, waouh, là, on avait pris une vraie claque. Honnêtement, ce jour-là, on a pris une énorme claque. Et on s'est dit, bon, bah, soit on se dit qu'il est con, et que nous, on a raison, soit quand même, il sait de quoi il parle. Et ça nous a beaucoup fait réfléchir, et sans rentrer dans les détails, on a changé beaucoup de choses après ce pitch-là. Et on l'a revu un an plus tard. On était de passage à Paris, on a déjeuné avec lui, sans même vraiment d'arrière-pensée. À ce moment-là, on levait des fonds, mais on n'a pas forcément revu pour ça, c'est plus quelqu'un qu'on connaissait d'avant. Et il nous dit, alors vous en êtes tout dans votre projet? Et donc on lui dit, bah tu sais Thomas, depuis qu'on t'a vu, on a changé plein de choses, on a changé ça, on a changé ci, etc. Il nous a écouté pendant 20 minutes, il nous dit, bah, super les gars, moi j'ai investi dans votre projet. Et aujourd'hui, Thomas, c'est un de nos investisseurs qui a Ça, c'est une investi belle dans le projet. réussite. Je sais Et pas ouais, si mais vous- c'est une réussite, mais voilà, je pense que c'est cette faculté de savoir. De toute façon, on te donne, tout le monde a un avis sur ton projet. Tout le monde va te dire quelque chose. Donc, c'est pas seulement juste écouter les feedbacks, parce que des feedbacks, t'en as 10 000. Il y en a qui sont bons à prendre, il y en a qui sont pas bons. C'est savoir vraiment trier ce qu'on te dit, savoir lâcher certains trucs, encore une fois, où faut pas être borné sur des sujets et savoir aussi faire son autocritique sur plein de choses. Et en même temps, savoir parfois être borné, parce qu'il y a des choses, si tu t'accroches pas, on va toujours te dire que t'as tort et au final, t'auras eu raison de t'accrocher. Donc, c'est vraiment cette espèce de mix qui est pas simple, que je pense que personne n'a de manière parfaite, mais qu'on a peut-être réussi à avoir pas trop mal jusqu'à présent, de se réinventer quand il fallait se réinventer et en même temps persévérer là où il fallait persévérer. Eh ben, écoute, bravo pour tout ça. Moi, je vous souhaite que le meilleur. J'ai hâte de prendre ma prochaine course sur Finishers. En l'occurrence, on fait gagner, pour la sortie de cette émission, 2 dossards pour un Ouais. marathon européen. Donc, suivant quand sortira l'épisode, on vous mettra plus de détails sur la destination. Mais grâce à Finishers, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, il y a 2 personnes qui pourront courir grâce à OVNI et Finishers, c'est trop bien. Merci encore pour être venu. Tu m'as Merci pas pour invité. l'invitation. Et à bientôt. Ouais, merci beaucoup et un plaisir. À bientôt. Super, merci.